Le pape Léon XIV, l'américain Robert Francis Prévost est donc notre nouveau souverain pontife. En 24 heures de conclave, il a réussi à convaincre une majorité des 2/3. Ce matin, dans le Café sans filtre, nous revenons sur son profil, les objectifs du pontificat et sur ce que signifie aussi ce choix. Bonjour Maxime Binet. Bonjour Emmanuel, vous connaissez l'adage, si vous rentrez pape au conclave, vous en sortez évêque, cardinal. oui. Cardinal. Robert Francis Prévost n'était pas un papabili, même si son nom est revenu à plusieurs reprises ces derniers jours. Léon XIV est considéré comme étant un jeune pape à tout de même 69 ans. Il est le premier américain à accéder au trône de pierre. Nous allons parler de son profil avec Tommy Scholtes. Bonjour, vous êtes le porte-parole des évêques de Belgique. Tommy Scholtes, si vous étiez un des 133 cardinaux lecteurs, et je vous le souhaite un jour, vous auriez fait ce choix ? Mais je pense que les cardinaux le connaissaient beaucoup plus que ce que moi je le connais. Ils ont discuté pendant 9 jours ensemble, et pendant ces 9 jours, ils ont pu se faire une idée de qui fait quoi, de qui pense quoi. Et c'est pour ça que ce conclave a été aussi rapide, c'est que, oui, je pense que tout avait été déjà décidé avant. Mais je ne pense pas nécessairement décidé, parce qu'ils ne font pas des pré-votes. Ils sont là en train de s'apprécier les uns les autres, de connaître un peu le passé, l'origine, des gens qui viennent de Birmanie ou d'Ukraine ou d'Asie. Voilà, ils se rencontrent pas très souvent. Et donc là, clairement, avec un conclave qui s'est déroulé de manière aussi rapide, on peut penser que les 2/3 ont été atteints avec une grande aisance par le nouveau pape. Eh bien justement, qu'est-ce qui a fait la différence entre les différents favoris ? Robert Francis Prévost, qui a pris le nom de Léon XIV pour son pontificat. On dit qu'il est diplomate, c'est cela qui a favorisé son élection ? Alors, sans doute que le travail qu'il a eu, il est depuis 5 ans préfet, donc responsable du dicaster des évêques, c'est-à-dire l'organe du Vatican qui nomme les évêques. Oui, il fait le choix. Il fait le choix à partir des propositions qui sont faites par le nonce apostolique d'un pays, etc. Il est là depuis 5 ans, il est préfet de ce dicaster depuis 2 ans. Et donc, énormément de personnes qui travaillent dans le domaine le connaissaient évidemment personnellement. Il faisait partie de la curie aussi. Alors, il faisait donc partie de la curie, et le fait qu'il soit dans un dicaster montre qu'il est dans la curie. Et donc, vivre dans la curie, c'est se rendre compte à la fois d'un système où on se réunit plus ou moins, où on a chacun un peu son indépendance, et en même temps, on travaille d'office avec le pape. Et donc, il est perçu comme étant, je dirais, le parfait centriste, c'est-à-dire diplomate, avec une expérience internationale très grande. Même s'il est né aux États-Unis, il a en fait la nationalité péruvienne, et donc, il a vécu au Pérou comme missionnaire simple d'abord, et puis après, il était général de son ordre, les Augustiniens. D'accord. Et donc, c'est un homme qui est habitué à la convivialité, et vivre ensemble demande de faire des concessions dans un sens, dans un autre. D'accord, on voit que c'est un diplomate qui cherche le consensus au sein même de la curie, c'est le gouvernement du Vatican. Tommy Scholtes, j'aimerais qu'on revienne tout de même sur son nom, son choix de nom pour son pontificat. Il s'agit de Léon XIV. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est tout de même pas un retour vers la tradition ? Non, c'est d'abord le premier pape, Léon XIII, qui a été le premier pape à publier une encyclique Rerum Novarum sur la vie sociale de l'Église, et donc s'intéresser clairement au travail, aux travailleurs. On avait beaucoup pensé, je dirais, plutôt aux riches auparavant. Et puis donc Léon XIII, de ce point de vue-là, s'il continue ce que Léon XIII a fait. Et puis alors, petite chose qui n'est pas un détail à mon avis, c'est que Léon est aussi le premier disciple de François d'Assise. On parle parfois de frère Léon. Eh bien, quand François d'Assise a un premier disciple qui s'appelle Léon, eh bien, on peut imaginer que le pape François a un disciple qui s'appelle
Léon XIV. Donc le pape Léon XIV marche dans les pas du pape François, continuera en tout cas les réformes. Tout de même, on dit de lui qu'il était proche du pape François, qui est plutôt du côté des progressistes, même s'il entend faire le trait d'union entre les traditionnalistes et les progressistes, mais qu'il n'est pas aussi ouvert que François, que l'était François par rapport à la bénédiction des couples de même sexe. Est-ce qu'il est plus ouvert? Est-ce qu'il peut revenir sur l'héritage du pontificat de François? Alors, je ne l'ai pas encore interrogé sur cette question, donc je ne sais pas. Ce qui est clair, c'est que dans l'Église catholique, un pape qui suit un autre pape poursuit le travail du prédécesseur. On n'est pas là à abolir une encyclique en disant telle encyclique de tel pape précédent ne m'intéresse pas. Toutes les choses, évidemment, ont été écrites à un moment donné dans l'histoire et ce sont des choses qui parfois sont non pas prescrites, mais qui sont tout à fait contemporaines, si je puis dire. Et donc je pense que ce que le pape a écrit, en particulier à propos de la bénédiction donnée en privé à des personnes homosexuelles, est quelque chose qui peut tout à fait continuer, et je ne vois pas un pape tout à coup dire je vous signale que ce que le pape François a fait en telle époque ou tel document, moi je l'annule. Ça n'est pas du tout la manière de faire de l'Église. D'accord. Quelles seront ces mesures, réformes urgentes pour le Vatican sous Léon XIV? Honnêtement, je suis incapable de répondre à cela parce que la quantité des sujets qui sont sur la table depuis la manière de mettre en application le synode sur la synodalité, donc c'est-à-dire la manière de la réforme de la réforme, ça c'est certainement la chose la plus importante. Et puis il s'agit de découvrir pour lui aussi la responsabilité globale. Et donc avant un certain temps, je ne pense pas qu'il y aura des perceptions de choses importantes. Si vous avez bien écouté le message de départ hier soir, c'était d'abord la question de la paix. La paix, il en a parlé dans le cadre de la résurrection du Christ, le temps dans lequel on est. Il a parlé aussi de faire des ponts. C'est quand même une manière très claire de répondre déjà au président des États-Unis. Bien justement, c'est un pape américain, né à Chicago, le deuxième nom européen de suite, le cinquième nom italien. Il y a une volonté du Vatican de choisir un pape américain qui ne correspond pas aux idées de Donald Trump pour justement se différencier de Donald Trump des États-Unis. Vous aurez remarqué qu'hier soir, il n'a même pas parlé anglais. Il a parlé espagnol et il a parlé italien et puis évidemment le latin pour la bénédiction. Il n'a pas parlé anglais. D'accord, mais qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie justement que ce n'est pas la manière, je dirais le camp qu'il choisit. Le camp qu'il choisit, c'est le peuple péruvien et c'est sa dimension latino-américaine. Et puis, il a déjà écrit des tweets il y a quelques semaines dans lesquels il montrait clairement qu'il n'était pas en accord et que la manière de considérer... la politique de la migration voilà, aux États-Unis. C'est ça. Donc, il a déjà pris clairement... sa place. Voilà, il a déjà pris clairement sa place. Je tiens à signaler que sous le coup de 11h, le primat de Belgique tiendra une conférence de presse au nom des évêques de Belgique. Merci beaucoup, Tommy Scholtes, pour les explications de ce matin. Merci messieurs, bonne journée, il est 7h23. Retrouvez toutes nos chroniques